C'est parti. On va essayer de faire Yes. marcher ça. Donc là, les gens ils doivent pas encore être avec nous parce que, évidemment, on vient tout juste de lancer. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. C'est un petit peu compliqué ce soir, hein. On est désolé pour tout ça. Donc là, je me vois toujours pas apparaître sur la fenêtre en direct. Donc, Il doit y avoir un décalage. bah ouais, il doit encore y avoir un décalage. Pas apparaître sur Mais ceci la dit, là, ça lag fenêtre en beaucoup moins direct. que tout à l'heure. Moi, je t'entends très bien. Alors, tout à l'heure, ça saccadait un petit peu. D'accord, bah c'est vrai que ça a l'air un petit peu plus fluide. On a changé les réglages un petit peu, donc la qualité sera peut-être moins bonne, mais peut-être qu'au moins ça va marcher. Alors dites-nous, hein, sur le chat si c'est mieux, parce que là c'est clair on est vraiment limite. Bon, on voit il y a Jean Star et Samuel qui sont déjà de retour. Merci les gars Mm. de tenir le coup. Malgré les soucis, il y a Julie qui est là, c'est super. Si, il y a Julie qui est là, c'est super. Alors là, je m'entends en Ah, double, par c'est contre, moi il se qui. passe qu'il y a quelqu'un qui a laissé le son. Oui, c'est moi qui. Mais de toute façon, voilà, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que la première émission avait un peu trop bien marché, donc c'était évident qu'il y allait avoir des petits soucis aujourd'hui. Ça reste compliqué techniquement à faire ce truc, hein. C'est pas facile. Bon voilà, les gens ont l'air d'être bien de retour, hein, ça a l'air de marcher mieux, donc on va pouvoir reprendre la conversation. Alors ce qui se passe, c'est comme il y avait un décalage entre ce qu'on disait nous en direct dans Skype et ce que vous voyez sur la vidéo, bah nous on avait commencé à avancer un petit peu sur d'autres sujets. Alors il va falloir qu'on essaye de retrouver un petit peu où on en était aussi. Alors bah, je crois on avait à peu près fini de montrer les images de Dean, hein, il me semble que vous avez pu voir les images de la tornade de Campo. Faudra que vous me confirmiez sur le chat. Et ensuite, on avait commencé à parler un peu des prévisions, donc on va recommencer, les gars, hein, si ça vous ennuie pas. Parce que c'est pas mal, hein, ça nous permet de réviser un peu tout ça et de bien se mettre en tête quelles sont les conditions prévues. Parce que c'est vrai que donc pour l'instant, la situation est très calme aux États-Unis, hein. On a pu le voir avec les courbes de tendance tornadique. On est à peu près deux fois en dessous de la moyenne du nombre de tornades qu'il devrait y avoir à ce moment de l'année, quoi. Exactement. Et donc C'est ça. voilà. Alors du coup, Et- on essaye de pas céder à la panique, hein, malgré tout. On parlait tout à l'heure d'une analogie avec l'année 2005 qui était apparemment assez ressemblante en termes de synoptique météo générale et en termes du coup bah, d'activité tornadique. Alors justement, Dean, tu nous racontais ton expérience par rapport à ça. Ouais. Pour 2005, c'est vrai que bon, j'étais arrivé le 20 mai, hein, et au début c'était plutôt un courant de nord-ouest avec un golfe qu'on dit fermé, c'est-à-dire pas vraiment de remontée d'air chaud et humide depuis le golfe, et donc des orages qui avaient une trajectoire souvent qui venaient du nord-ouest, en fait, nord-ouest-sud-est, voire carrément nord-sud quand il y avait de l'orage. Et puis c'est seulement vers la fin du mois de mai et début juin que la situation a commencé à se débloquer, avec une première grosse supercellule le 2 juin dans la région à l'est de Limon, dans le Colorado oriental. Et puis ensuite des tornades, les premières vraiment vraies tornades le 7 juin, et 4 tornades le 9 juin dans le Kansas. Donc tout ça, c'est des choses qui sont relativement encourageantes, bah, Ouais, ouais, je pense. surtout pour Tony et moi, en l'occurrence, un peu plus que pour les deux autres jeunes hommes qui vont rentrer en France le 9 juin. Donc j'espère que ça va s'activer quand même bien avant. Mais du coup, on regardait justement aussi les prévisions modélisées par les grands que sont GFS et ECMWF, hein, le modèle européen. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que pour l'instant, ça risque d'être assez calme pour notre arrivée, à part éventuellement le samedi 11. Mais l'inconvénient, c'est que ça va se jouer a priori très au sud, du côté du Texas. Donc les gars, est-ce que vous êtes chaud pour faire 13 heures de route dès notre arrivée de l'avion? Moi, je signe. Ouais, vous êtes partant. Ouais. Tu- Moi, j'attendrai les dernières prévues parce que pour l'instant, ça me parle pas. Mais s'il faut faire 12 heures de route, je me rappelle d'une année, alors c'était 2009, oui, c'était 2009, Lynn.
Tu te Ouais. souviens, tu nous avais récupéré à Denver parce que toi, tu étais arrivé plus tôt. Et Ouais. on avait tracé toute la journée pour aller chercher une cellule au fin fond du Kansas ou de C'est du l'Oklahoma. Texas, c'était le nord du Ouais. Texas en fait, on part avec Ah ouais, l'Oklahoma. nord du Texas. On était arrivé un peu trop tard, on avait raté la tornade, mais on avait eu un Ouais. beau spectacle Voilà. au soleil couchant, quoi. Mais ouais, bien sûr, faut le tenter, quoi. Si la prévie se confirme, c'est toujours bon à prendre, mais c'est vrai que c'est un coup à se lever à 5 heures du mat pour partir, par contre. Ouais. Ouais, puis on est 3 conducteurs, y a pas de souci. Oui, c'est ça, on pourra toujours s'arranger à ce niveau-là. C'est Never Stop Chasing, hein, comme on dit, le, Voilà. le slogan. Donc on y va quoi qu'il arrive, même si on est complètement fatigué et qu'on n'a pas eu le temps de se laver. Ok, très bien. Ce qu'on voyait aussi après donc ces premiers jours sur le territoire, c'est que donc, sur la fin des échéances affichées par les modèles, la situation générale avait l'air de se débloquer. Alors c'est sûr que la fiabilité est très aléatoire, hein, à ces échéances-là, mais c'est quelque chose quand même qui revient de façon récurrente. Et surtout c'est aussi quelque chose qu'on remarque sur des modèles mensuels, sur des cartes que tu nous proposes, Tony, que tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Ouais. Alors, je sais pas ce que tu proposes de voir d'abord là, parce que j'ai pas, j'ai Eh, sous les eh yeux. bien, tu peux me dire, peut-être commencer par l'anomalie. Les... Bah, le lot de 4 cartes là, ce serait pas mal, ouais. Ouais, Dans les voilà, 4. ouais, par semaine sur le mois. Alors voilà, on va afficher ça. Je sais pas si vous voyez bien sur la diffusion, c'est peut-être un peu petit, mais Ah, bah, en tout cas, ça lag plus trop parce que c'était presque instantané là, je les vois aussi. Et ouais, donc là en fait, c'est des cartes d'anomalie de géopotentiel à 500 hectopascal. Alors, bon, on va expliquer un peu ce que c'est, enfin, simplement pour ceux qui s'y connaissent pas trop en météo et en carte météo. Donc en gros, on va dire que c'est les pressions, enfin c'est à haute altitude, mais ça simule un peu les pressions atmosphériques, quoi. Donc là, c'est des cartes d'anomalie. Donc en rouge, les anomalies positives et en bleu, les anomalies négatives. Donc avec la prévision, donc ça c'est la prévision du CEP donc sur les quatre semaines. Donc la première c'est du 6 au 12 et puis etc., quoi. Et donc, on voit qu'il y a donc du 6 au 12 mai, donc la semaine qui vient, on a donc des anomalies positives donc sur le nord-ouest des États-Unis ainsi que sur le nord-est. Donc en gros, ça traduit un anticyclone sur ces mêmes zones-là et une anomalie négative plutôt sur le sud. Alors le problème, c'est que cette anomalie positive là sur le nord-ouest des États-Unis, elle empêche les descentes d'air froid par les rocheuses et la mise en place de régimes de sud un peu à l'avant qui pourra apporter de l'air doux et humide du golfe du Mexique dans le même temps, quoi. Donc c'est un peu cette situation de blocage là qu'on a depuis plusieurs semaines déjà. Et on voit qu'au fil des semaines, alors les anomalies, elles ont tendance à s'atténuer, donc ça c'est normal parce que c'est des moyennes, et puis au fur et à mesure des échéances, le message il se dilue un peu, donc c'est normal qu'on voit les anomalies s'atténuer. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que justement les anomalies positives qui sont dans l'ouest des États-Unis, à partir de la troisième semaine, elles ont l'air de vouloir partir vers l'ouest. Donc en gros, peut-être une porte qui pourrait s'ouvrir justement à partir donc autour du 20 mai, mais comme tu le disais, Christophe, hein, c'est des prévisions qui sont vraiment à prendre avec de grosses pincettes parce que c'est très aléatoire. Jusqu'à 1 ou 2 semaines, ça va, mais après, au-delà, ça reste quand même très incertain. et c'est vrai que les États-Unis, en fait, ils sont confrontés un peu à la même situation que nous, c'est-à-dire que le froid décide de bien s'acharner sur les régions même assez au sud de la Tornado Alley. On a pu voir de la neige il y a encore quelques jours jusque dans le Colorado, dans le Kansas. Donc ils ont un petit peu du mal à voir venir le printemps aussi, donc c'est un peu ça qui empêche finalement que la sauce prenne bien aussi, sans doute. Ah ouais, je crois même qu'ils ont battu des records, hein. Enfin, il y a certains coins où il a neigé là, donc tout début mai, là, il y a 2 3 jours. Et je crois qu'ils avaient jamais, enfin, historiquement, il n'y avait jamais eu de neige dans ces coins-là, quoi. Ouais, voilà. Donc ça montre bien que c'est une année assez exceptionnelle, mais que dès que ça va se débloquer, on peut être confiant sur le déroulement des événements. Après, ça va forcément s'agiter un petit peu, à voir si on va avoir un phénomène de compensation qui va faire qu'on va avoir une courbe qui va augmenter soudainement. Euh, c'est- Ouais, pas de raison. oui, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. C'est en tout cas ce qu'on peut observer sur les courbes des années précédentes. Ça, il y a parfois eu
ce phénomène, notamment en 2005, un petit peu en 2009 aussi, où Vincent, tu nous racontais lors de la dernière émission cette longue période assez calme et d'un coup cette explosion au début du mois de juin. Ouais, bah, en 2009, c'est sûr que je pense pas qu'on puisse être confronté à la même année que 2009. Du moins, je ne nous le souhaite pas parce que franchement, en 3 semaines, il me semble qu'on avait quasiment pas eu d'orage. Dean était aussi du voyage et c'est vrai que la motivation était presque de rentrer en Europe où en Europe, il se prenait des super cellules. Un jour sur deux, donc c'est vrai que c'était assez dur à vivre. On avait réussi à se motiver, et à passer un très bon voyage en allant dans les parcs. On avait passé des très bons moments, notamment à Yellowstone. Et c'est vrai que c'est qu'à partir du début juin que ça s'est débloqué, et notamment le 5 juin, on a passé une excellente journée. Et il me semble que c'est le 12 juin, alors je sais plus très bien, où on a eu aussi une autre tornade, le 12 ou le 14 juin. Euh, donc on a finalement eu des tornades en juin, donc on s'est bien rattrapé, mais bon, faudrait quand même pas qu'on ait 3 semaines sans rien. C'est vrai que autant partir à San Francisco et aller se baigner, quoi. Ça sera fun. Autant faire ça, ouais. Mais alors c'est vrai que on en parlait entre nous, hein, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Les gens ont tendance à croire que ce qui est le plus intéressant, bah, c'est les grosses situations, les situations vraiment dangereuses, donc de high risk déterminées par le SPC. Or, ce n'est pas forcément le cas. On a pu le voir avec l'exemple de Dean et de la tornade de Campo. Finalement, un risque assez marginal, assez isolé, peut se révéler plus intéressant. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot là-dessus. Bah, peut-être Vincent, justement, qui a l'expérience aussi à ce niveau-là. Je pense que Dean surtout pourra nous éclairer. C'est vrai que euh, dans nos voyages avec Dean en 2007 et 2009, il avait plutôt tendance à nous dire que les moderates et les high risk, il fallait les prendre avec des pincettes parce que ça pouvait être très noyé dans la pluie ou avec énormément de flux, donc difficile à chasser. Après, ceci dit, on a essentiellement eu des slight risks. On a eu un moderate qui avait été quand même assez fructueux. Donc, on n'a pas pu vraiment. Enfin, moi, je peux pas vraiment dire. Surtout qu'en 2011, on a eu un high risk qui était vraiment excellent. Et le lendemain, on a eu un autre high risk, mais qui était hyper dur à chasser. Donc, je sais pas s'il y a vraiment des règles. Ce qui est sûr, par contre, c'est que en slide risk, donc le premier niveau sur les 3 niveaux de risque aux États-Unis, en slide risk, on peut avoir des très très bonnes surprises, notamment des cellules beaucoup plus isolées et avec beaucoup moins de flux, donc où on peut se poser pour observer l'orage et se régaler, et où on peut avoir des tornades très esthétiques. C'est les side risks et esthétiques. Voilà, donc comme disait Adeline tout à l'heure, même en C-Text, voilà, il a eu une superbe tornade dans le Colorado. C'est ça qui est très très encourageant aux États-Unis, c'est qu'il y a toujours des excellentes surprises. Et rien que pour ça, on peut y aller vraiment les yeux fermés. Alors après, Dean, j'aimerais bien qu'il nous en parle aussi un peu parce que lui, il a un énorme vécu aux États-Unis, vu qu'il a commencé en 2002. Ouais. Bah, en ce qui me concerne, c'est vrai que je préfère presque des slides que des moderates ou voire des high. Souvent, effectivement, comme a dit Vincent, j'ai souvent été déçu en fait par des high risk qui se sont révélés plutôt, en fait, c'était plutôt des lignes de grain ou alors des cellules qui se déplacent très vite ou carrément un flop total où il ne se passait pas grand chose de très intéressant ou quelque chose de surévalué. Euh, Tandis que les slides, en fait, enfin, en ce qui me concerne, c'est révélé beaucoup plus fructueux, avec justement des cellules très isolées. Parce qu'en fait, souvent la différence entre un slide, un moderate et un high, c'est par rapport à la couverture des orages, en fait, le nombre d'orages qui sont prévus dans une région. Donc un slide, c'est-à-dire que très probablement on n'aura que quelques cellules orageuses, donc la plupart des gens en fait n'auront pas d'orage de la journée. Et puis les cellules vont vraiment être on pourrait dire discrètes, comme dit Tabac.
Et donc moi je préfère une ou deux cellules. De toute façon ça sert à rien en fait quand il y a un rail, si tu as 25 cellules qui se forment, ça va être dur de choper les 25, donc tu en auras peut-être une ou deux, et puis une tornade qui va défiler peut-être très très vite, souvent noyée dans la flotte, et puis tandis qu'un slide aura une super cellule toute seule, qui va se déplacer relativement lentement, tu pourras pratiquement jouer avec, et, euh, et qui peut en fait déposer plusieurs tornades à la queue leu, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé à Baudol, c'est ce qui s'est aussi passé un petit peu pour Campo et d'autres situations aussi. Donc j'ai même eu des tornades où il y avait carrément, c'était une journée, c'était en 2010, le 25 ou le 24 ou le 25, c'était même pas un slide, il n'y avait rien, il me semble. Et on a eu 4 tornades ce jour-là, c'était 3 landspouts et une tornade un peu plus mésocyclonique, un petit peu hybride. Des orages qui se sont formés à la frontière entre le Kansas et le Colorado. Et c'était un peu la surprise du jour. Et on a vu que ça commençait à tourner comme ça, sans qu'il y ait vraiment une vraie structure de supercellule. Puis on s'est chopé 4 tornades ce jour-là. Donc c'est un peu je privilégie pour les bonnes surprises, c'est un peu le Colorado oriental, je dirais, c'est un peu la terre un peu magique. On dit d'ailleurs le Colorado Magic, ou même souvent le Dune, Colorado Dune Magic, c'est-à-dire la magie de juin du Colorado, qui peut vraiment réserver des très bonnes surprises dans des situations même plus que marginales, et donc de pouvoir en fait tirer son épingle du jeu. Alors sur le papier, quand on regarde la situation la veille, on se dit ouais, bof. Et puis en fait le lendemain, c'est jackpot. Autant dire qu'il y aura encore et toujours du suspense dans Rendez-vous Internet Valley. Saison 2, bientôt sur vos écrans. Donc, et ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est vrai que les grosses situs ont tendance à rameuter beaucoup de monde, à voir des chasseurs amateurs. Ils appellent ça les yazoo aux États-Unis, si je ne m'abuse. C'est tous ces chasseurs du dimanche qui débarquent dès qu'ils voient les messages à la télé annonçant du gros temps méchant et qui savent pas forcément très bien ce qu'ils font et qui peuvent un peu encombrer les routes. Donc Ouais. ça aussi c'est quelque chose d'embêtant, non? Tu parles toujours à moi ou Ouais, éventuellement, ou ouais. ou à n'importe qui. En fait, j'avais une expérience c'était le 19 ou 18 mai 2010. Ils avaient mis un high risk pour la région d'Oklahoma City, et qui était un peu surévalué quand même, parce que, mais bon, je pense que ça venait du fait qu'il y avait la ville d'Oklahoma City, donc je ne voulais pas prendre de risques. Et par contre, ça a attiré une foule comment ça s'appelle, les Yahoo. Non seulement il y avait la foule de curieux qui venaient, il y avait des chasseurs, il y avait les scientifiques du projet Vortex, c'était Vortex 2, et donc il y avait des centaines de personnes, on était dans les bouchons, donc on avançait à 30 km/h, c'était vraiment catastrophique. Par chance, entre guillemets, on a eu juste une petite tornade au début, puis après plutôt un orage qui était à autour de l'Idan, donc si on avait des tornades, je pense que ça aurait été un carnage, parce qu'on n'aurait pas pu s'enfuir. Il y a bien une cellule plus tornadique avec une dizaine de tornades qui s'est formée plus à l'est. Là, il n'y avait pas beaucoup de chasseurs parce que tous les chasseurs étaient concentrés sur la cellule occidentale qui s'était développée en premier. Et donc, il y a eu un ou deux chasseurs qui a réussi à choper la dizaine de tornades plus à l'est. Mais en attendant, on s'est vraiment retrouvé dans une situation qui aurait pu être potentiellement extrêmement dangereuse. Et tu penses que c'est quelque chose qui va aller en s'empirant? Enfin, c'est vrai qu'on a. Enfin, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a quand même vraiment de plus en plus de monde, de plus en plus d'Européens, en tout cas, qui font le voyage jusque là-bas, de plus en plus de Français, même cette année, on peut le voir, il y a au moins, au minimum 4 voire 5 équipes, je crois, qui se rendent là-bas. Est-ce que ça va devenir problématique, ça, si tout le monde finit par s'entasser sur les routes sous les cellules? C'est déjà considéré là-bas comme un problème si tu regardes en fait dans les forums, genre Stormtrack, bon maintenant il est moins couru, mais un temps il y avait clairement des grosses polémiques et ça date de plusieurs années en fait. Ces concentrations, on appelle Storm Chaser Convergence, donc ces convergences de chasseurs, ça fait un moment que ça dure. J'ai pas vraiment noté une énorme différence
bon, difficile à dire. Hein. J'ai le souvenir aussi avec toi, Vincent, en 2009, Mm. on était avec Gene Moore dans l'est du Kansas, aux confins du Missouri, où on était aussi à la queue leu avec cet orage qui avait lâché d'énormes grêlons. Mm. Il y avait aussi le projet Vortex Terreur. Donc il y avait pas mal de monde. Et ça dépend aussi comment ça tombe. Si ça tombe sur un week-end, sur un jour férié, là ça peut vraiment être, il peut vraiment y avoir la foule. Quoi. Donc Ouais, puis c'est ce que disais aussi à Chris, c'est qu'il y avait aussi le phénomène de l'émission sur Discovery de Storm Chaser ouais, qui n'existe plus maintenant. Donc peut-être que justement cette émission, ça donnait des ailes à certains et que maintenant que cette émission s'est arrêtée, ça va peut-être un petit peu être un peu plus calme, même si comme tu dis, ça dépend énormément des conditions, si c'est près d'une grande ville, si c'est un week-end et tout ça. ouais, c'est ça. Ouais, ouais donc il y a ça. Je pense effectivement que si ça passe plus sur c'était quoi, sur le Weather Channel. Hein, Ouais, ouais. C'était Discovery Channel, ouais. voilà, Discovery Discovery Channel, voilà. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a toujours le Weather Channel et eux, je pense qu'ils mettent toujours Hmm. des programmes en fait sur le storm chasing. J'ai pas regardé récemment ce qu'il y avait sur à l'antenne du Weather Channel, mais j'imagine que pendant la saison des tornades, ils en parlent toujours. Donc, ça attire toujours du monde et à mon avis, ça va pas beaucoup changer finalement. Donc, alors soit il faut essayer de trouver des targets secondaires, quitte à prendre plus de risques dans enfin, le flop. Ouais. Mais bon, voilà. Certains parlaient de mettre des sortes de, pas des quotas, mais bon, euh, Un genre de permis, quoi. voilà. Ouais. Un permis de chasse, voilà. On a parlé de permis de chasse, mais bon, là, c'est une entrave à la liberté. Je veux dire, les routes américaines, les chasseurs disaient, ben, on est libre de rouler où on veut, quand on veut, comme on veut, et personne n'a le droit de nous interdire de faire ça. Donc, aucune, en tout cas, il n'y aurait aucune base juridique pour le faire, c'est sûr. C'est sûr. Vincent, tu voulais réagir? Non, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour De la de question. la question. Mais Ouais. c'est vrai qu'en 2011, on n'avait pas été confronté à ça. C'est vrai que le gros danger, c'est d'être bloqué, qu'il y ait une tornade qui nous arrive dessus ou qui arrive sur cette file de voitures. Hein. Là, c'est vrai que, comme disait Dean, ça ferait tout de suite un carnage, quoi. Donc, espérons que les gens se calment un petit peu ouais, je sais pas, et que ça arrive pas, quoi, parce que sinon, c'est vrai que ça ferait un précédent. Et je pense que, connaissant les États-Unis, ils seraient capables de nous sortir des lois. Et alors justement, il y a Julie qui nous pose une question par rapport à ça, enfin, par rapport au fait qu'il y ait pas mal de chasseurs français qui débarquent. Alors est-ce qu'on est bien vu là-bas quand on arrive en tant que chasseur français, d'après vous? C'est so cute. Ouais. En général, je pense qu'on peut dire qu'il y a pas trop de soucis. C'est pas parce qu'on est français qu'ils vont spécialement avoir un retrait envers nous. Hein. En général, ils sont plutôt au contraire toujours très accueillants et puis ils sont toujours très contents de pouvoir discuter avec des gens qui viennent du monde entier. Donc, non, je pense que ça pose vraiment aucun souci à ce niveau-là. Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Ouais, enfin, je trouve que t'as raison, Chris. Enfin, on n'a pas ressenti d'animosité envers nous ou quoi que ce soit. Enfin, les quelques conversations qu'on a pu avoir, justement, enfin, les mecs, on discute entre passionnés, quoi. Je veux dire, peu importe la nationalité. Moi, j'ai pas ressenti de ce côté-là de soucis. Ouais, moi non plus. Donc, je pense qu'il y a aucun problème. Bah, justement, nous, s'il y a d'autres gens qui ont des questions à poser pour nous relancer un petit peu, peut-être sur la chasse aux États-Unis ou sur la prévision, parce que c'est vrai on était là pour parler de ça. Alors, j'aurais voulu vous montrer un petit peu des cartes en direct. On aurait peut-être pu en parler avec l'expertise de Tony et de Dean. On aurait pu rentrer un peu dans les détails. Malheureusement, avec les soucis techniques qu'on a, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, on peut développer là-dessus. Sinon, les gars, je sais pas si vous avez d'autres choses dont vous avez envie de parler, parce on a déjà plus ou moins balayé le programme qui était prévu. Donc voilà, maintenant c'est en totale improvisation.
Moi, Euh, j'aimerais bien que Julien nous pose des questions, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des interrogations sur des points, sur la façon dont va se passer une chasse, par exemple, ou j'aimerais bien avoir la réflexion du newbies pour les États-Unis, là. c'est une bonne idée, ça. Ah, pas facile, pas facile. Euh, Ah, excuse-moi de bon, t'avoir bah, c'est réveillé. vrai que... Non, non, mais on a déjà pas mal ça discuté entre nous sur la façon dont on va procéder. Après, c'est vrai que je suis totalement dans la découverte. Pour le moment, je me rends même presque pas encore compte que je pars dans 5 jours. Euh, non, non, c'est... Ouais, de l'appréhension, et je crois que je me rends vraiment pas compte à quoi ressemble un orage américain. Je pense aussi, ouais. Et, et du coup, voilà, pareil, au niveau des distances, bon... annoncer 12 heures de route, ouais, pourquoi pas, mais après, c'est vrai que sur le mois, je me rends pas compte non plus de la fatigue qui pourrait s'accumuler ou si au contraire, si on a de la chance que les situations restent à peu près dans la même zone, ça peut être pas mal non plus. Mais ouais, non, j'ai beaucoup de questions, mais à la fois, je connais presque les réponses, donc non, je suis dans le flou, on va dire, je suis dans le flou. Faut dire, Vivement Denver. ouais, dans 5 jours seulement. Et faut dire que Ouais, ouais. t'as de toute façon bien étudié déjà un peu les questions de prévision et puis même de ce qui se passe là-bas sur le terrain entre les Ouais, c'est bouquins le et les. côté. Ouais, j'ai potassé un peu en effet le Blue Book de Tim Vasquez. Et non, là, c'est vrai que c'est bon, c'est plus les modèles qui font un peu stresser à l'heure actuelle, mais on les connaît, c'est les mêmes qu'en France, donc on sait très bien que du jour au lendemain, le modèle peut retourner sa veste, et puis on atterrit d'une situation pour Rave à quelque chose d'exceptionnel. Et puis sur un mois, il peut s'en passer beaucoup des choses, hein. Enfin, là, déjà, même les modèles, là, on a qu'une vue à 5 6 jours, voire peut-être une semaine, mais après, enfin, c'est le flou total. Donc, enfin, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, quoi. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, et puis en plus, enfin, quoi qu'il arrive, enfin, je pense qu'il y aura vraiment des trucs sympas, hein. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Ouais, puis c'est vrai que. Ouais, Enfin, bah tiens, justement, il y a Samuel qui rebondit sur ta question, justement, Vincent. alors Samuel qui nous Oui, demande on se passe un peu le petit. comment se passe le quotidien là-bas, ce qu'on fait en se levant. Euh, On va peut-être pas tout détailler, mais on va petit déjeuner à la rigueur, ça on peut en parler si tu veux. Je trouve que les Américains mettent de la cannelle dans tout et ça m'insupporte parce que je n'aime pas la cannelle. Donc ça c'est un gros coup de gueule. C'est allez on va dire que c'est quasiment l'unique chose qui me déplaît aux États-Unis, mais c'en est une quand même. Non, mais sinon, à part ça, le quotidien, bah, si moi je peux parler de mon expérience perso en 2011, faut dire qu'on a une année tellement active que le quotidien il s'est résumé vraiment à la chasse, quoi. En dehors des chasses, bah, c'était faire les courses pour acheter deux trois paquets de chips et de cookies à emporter dans la voiture, et puis voilà, quoi. Ça se résumait vraiment à ça. On arrivait à l'hôtel le soir en général vers minuit, 1 heure, et puis le lendemain on se levait à 7 heures, la douche, et puis c'était parti pour se positionner pour le. À 7 heures, je me rappelle pas une fois être à 7 heures. Oh, si, il y a bien au moins 2 ou 3 fois où on ouais, s'est si, levé ça a dû relativement arriver. tôt. Ouais, ouais. Franchement, on était quand même à fond certains enchaînements de situations. Mais non, ouais, enfin, je sais pas si vous, sur les autres années, du coup, sur des moments un peu plus calmes, si vous avez des trucs à raconter sur le quotidien. C'est vrai que le soir, c'est souvent un peu la même routine, c'est-à-dire qu'on arrive, on est éclaté de la journée, même s'il n'y a rien eu, on a quand même beaucoup roulé. Donc la première chose qu'on fait, c'est Oui, poser les affaires, prendre une bonne douche pour se détendre, et puis et après, après c'est sûr qu'on va vite se coucher. Si on a eu une grosse journée, bah, on lance tous les déchargements de fichiers, donc que ce soit des vidéos ou des photos, on les balance sur les disques durs et souvent ça tourne une bonne partie de la nuit. Et le lendemain matin, c'est sûr que vu que l'hôtel c'est jusqu'à 11 heures, bah souvent on est obligé de mettre le réveil pour se lever alors qu'on dormirait bien 1 heure ou deux de plus. Et puis voilà, on est reparti. En général,
on quitte la chambre 1 minute avant qu'on n'ait plus le droit d'y rester, quoi. C'est toujours un peu le petit coup de stress, à savoir si on va devoir payer un peu plus parce qu'on est resté un peu trop longtemps. Mais voilà, on n'a jamais vraiment le temps de se poser. Et presque les journées où il y a pas d'orage, c'est vrai qu'en 2011, ça nous est arrivé 1 ou 2 fois. On était content quand même de souffler un coup parce que c'est vrai qu'on on s'arrête jamais. Et si en plus la chasse elle se termine à 2 heures du mat, on est même pas sûr de réussir à trouver un hôtel. Donc bon, on n'a jamais eu ce problème-là, mais des fois on est obligé de rouler 1 heure pour trouver un hôtel. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis ils sont quand même cool, hein. C'est-à-dire que même si tu les réveilles à l'entrée de l'hôtel, ils font pas trop la gueule. Bon, il faut Ouais, mais après, il y a aussi la partie quand même prévision. C'est vrai que le soir, on se fait quand même, on regarde un peu la journée du lendemain aussi, comment ça va se passer. Et selon la zone qui est intéressante, et ben, on regarde combien de temps de route on a, et puis on fait un peu notre planning de la journée en fonction, quoi. Et puis après, il y a Bah, aussi. d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que le matin, enfin, quand tu te lèves le matin, tu sais qu'il y en a toujours un qui est levé avant toi, qui est devant son ordi en train de regarder les prévis. Et là, la première question que je pose, c'est alors? Ouais. Ah, c'est vrai que c'est le matin, c'est tout de suite la première préoccupation, quoi. Voir le dernier run, voir à quoi s'attendre pour la journée. Ouais, c'est vrai que c'est ça finalement la première chose qu'on fait le matin en fait. Je sais pas pourquoi on se demandait tout à l'heure. Donc bah À part voilà. Chris qui des fois, nous met un petit trépied sur son appareil, hein, alors qu'on n'est même pas au courant, du coup on se balade en caleçon. Non, quoi, mais... Ouais, pas au courant, pas au courant. Oui, voilà, Ouais, je ouais. pense que c'était quand même assez visible, hein. Je ne mets pas de caméra cachée, donc tu assumais tout à fait ton déambulage devant la caméra, moi je dis. Bonne excuse. Mais voilà, bah faut savoir que cette année ça va être encore pire, hein, parce que cette année on a des GoPro, donc il y en aura dans tous les recoins. Voilà, les images à découvrir dans les bonus du DVD pour celles qui ne peuvent pas être diffusées n'importe où. Voilà. Ils sont- Oui, bah, je sais pas trop ce qu'on va récolter, mais je pense qu'il va y avoir des choses vraiment sympas, vraiment cocasses. Je vois qu'il y Euh, a Samuel qui demande si on aura une voiture spéciale ou pas. Un peu, alors, une voiture spéciale, qu'est-ce qu'il entend par spéciale? bah, une voiture normale ou une voiture préparée pour la chasse, quoi. Ah, d'accord. Bah, on aura quand même certains préparatifs, parce on va devoir installer un petit peu de matos dedans, ne serait-ce que pour avoir l'ordinateur à portée de main sans qu'il soit encombrant, et puis aussi installer les caméras, les micros, et des choses comme ça pour la saison 2. Mais en dehors de ça, on va pas installer de carrosserie extraordinaire comme le TIV ou le Dominator, hein. Je pense pas que ce soit prévu, les gars. Ça passe pas dans les Je pense pas bagages. que la boîte de loc, elle soit d'accord. Ouais, c'est ça. Je pense que au niveau de la location, ils vont pas être très contents. Et puis, comme c'est moi qui ai payé la location de la voiture, je préfère qu'on évite, du coup. Je suis pas contre le fait d'éviter ça. Bon, après, on peut la défoncer par la grêle, hein. Ça, c'est toujours marrant à faire. Mais pour le reste, on va essayer de rester assez sobre sur la voiture. Et ouais, donc il y a Maxime qui demande si on a internet dans la voiture. Bah oui, obligatoirement, parce que bah, déjà pour suivre les radars évidemment, et puis bah, pour faire nos prévisions aussi, hein, au fur et à mesure au fur et à mesure de la journée, quoi. Ouais, voilà. Et de toute façon, grâce à ça, on s'ennuie pas du tout dans la voiture. Même sur les trajets de 8 heures, on arrive toujours à rentabiliser notre trajet en regardant justement les modèles qui se réactualisent très souvent pour certains, et puis en traînant sur Facebook à d'autres occasions. Voilà, notre quotidien c'est un peu ça aussi. Enfin, Tu vas faire tousser Tony. c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde dans l'équipe, tout le monde n'est pas à fond sur les réseaux sociaux, mais en tout cas on arrive tous à s'occuper dans la voiture, et je pense que jamais personne ne s'est ennuyé lors d'une journée aux États-Unis, quoi. J'ai vu une question assez intéressante sur le café des États-Unis. Enfin, Ah ouais. le café c'est toujours aussi dégueulasse que ça. Bah, je peux répondre un peu à ça vu que je suis un amateur de café et j'aime bien un bon expresso. Et en fait, on peut trouver des bons expressos aux États-Unis, soit via comment ça s'appelle la chaîne Starbucks là, ou au McDo carrément. Il faut demander en fait carrément un raw espresso, c'est-à-dire un expresso brut qui est pas dans la liste de prix. Et puis en fait, ils vous donnent
Et parfois, ils le facturent 0 $ parce qu'ils ne savent pas combien ça coûte. Des fois 1 $, 2 $. Et on peut avoir un expresso et de bonne qualité, même très très bon. Par contre, le café filtre qui est servi dans les restaurants, un peu n'importe où, c'est vraiment dégueulasse. Enfin, moi, j'aime pas. Comme quoi, vous voyez, c'est absolument crucial de partir aux États-Unis avec quelqu'un d'expérimenté qui connaît toutes les astuces importantes, même dans le quotidien. Bah voilà, moi je sais que je bois pas de café, mais ça servira peut-être aux collègues ou aux gens qui ont prévu de se rendre là-bas. Sinon, je voyais. Le problème, c'est que même si c'est dans la liste, par exemple, hot chocolate, bah, quand je leur demande, ils ne comprennent pas. Il y a des petits problèmes de prononciation, de communication encore à résoudre, mais je pense que ça va donner des moments assez cocasses encore cette année. Moi ça me fait toujours plaisir ces moments-là. Ouais, une fois, Bah, toi, forcément, toi, tu maîtrises à peu près bien l'anglais. C'est sûr, c'est plus drôle pour moi. Nous, c'est un peu des moments de solitude quand même. Ouais, mais quand ça, ça s'éternise 2-3 minutes et que la fille, elle te fait toujours le nom de la tête en disant mais je comprends pas. Alors après tu dis milk, tu vois, tu essaies de mimer le truc, mais c'est impossible à mimer. Mais bon. ouais. Alors, sinon, il y avait une question de Thibaut aussi par rapport à la grêle, comme on en a parlé tout à l'heure, la grêle sur la voiture. En général, ça pose pas de problème aux loueurs de bagnole parce qu'ils sont habitués, tout simplement, ils ont les assurances. Je sais que Vincent et Dean, vous en avez ramené plus d'une fois des voitures défoncées aux loueurs sans qu'ils Ouais. vous embêtent trop, quoi. Disons qu'on avait quand même pris, on avait une assurance, je crois que brise-glace, Ouais, parce qu'en fait, le brise-glace n'est pas couvert par l'assurance, on pourrait dire tout risque du loueur, donc il faut normalement prendre quelque chose de supplémentaire. Mm. Et souvent, en fait, moi j'ai loué souvent à Denver, et c'est une ville qui est souvent touchée par la grêle, donc ça pose rarement de problème en fait de véhicule. Ça passe mieux. Ouais, sans problème, pas de souci. voilà. Par contre, juste une chose, évitez d'aller, quand vous allez chercher la bagnole, d'être avec un t-shirt, c'est marqué Storm Chaser ou Voilà. casquette Storm Chaser et tout ça, parce que là, ça risque d'être un petit peu chaud. Faut quand même rester un peu discret, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Et toujours rapport à la grêle, justement, il y a Hailstorm qui nous demande. Enfin, non, il parle pas de grêle, mais son pseudo l'évoquait un peu. Il nous demande pourquoi on n'installe pas un anémomètre ou du matériel de mesure supplémentaire sur le toit. Alors pourquoi donc, les amis? Ouais, déjà, Ouais, parce qu'on a déjà beaucoup de matériel. Hein, donc, Déjà, nos sacs vont être bien remplis, ça c'est sûr. Ouais, et puis je crois que si on veut s'aventurer à faire une belle série, on n'aura peut-être pas le temps de penser à tout, dont du matos météo pur. Je Et, crois et- que et puis surtout, notre état d'esprit, nous à la base, c'est vrai qu'on est plus sur le côté artistique et on est là pour faire de l'image. Donc après, les mesures scientifiques, c'est vraiment pas notre. bah, disons qu'après, on peut quand même, il y a quand même un réseau d'observation qui est assez dense aux États-Unis, donc on peut se Voilà. contenter des observations fournies par les stations météo pour faire notre chasse, quoi. C'est ça, exactement. Donc voilà l'explication. Et puis en plus, bon, ce serait sans doute un peu compliqué à installer sur une voiture de location là encore, sans faire des trous partout ou risquer de rayer la voiture. une question qui est revenue 2 fois sur le matos. Ouais, sur les appareils photo de l'équipe, Ouais, et ben on va être équipé donc avec deux 5D Mark III, deux Canon 5D Mark III cette année. Donc là on est au top, hein, on est le matériel le plus récent de chez Canon. Et sachant que Tony et moi on sera sur des 7D par contre. Voilà, avec un panel d'objectifs assez complémentaire dans l'ensemble, hein, un grand angle téléobjectif. Je pense que c'est le cas un peu de tout le monde. Julien il a aussi un deuxième boîtier, un bon vieux boîtier, 40D. un vieux 40D qui t'a déjà bien rendu service. Mais oui, oui, oui. Donc voilà un peu pour le. Ouais, bah, moi, même pour le fun, j'avais amené un argentique même. Exact. En 2011, et je pense que je vais le reprendre encore. Ouais, ça avait donné des bons résultats. Ouais, bah disons que je fais les développements, c'est ça qui est assez rigolo, je fais les développements moi-même là en noir et blanc. Voilà, moi je suis pas un spécialiste hein, du genre, mais bon,
ça m'amuse bien, c'est du loisir. Ok. Très bien. Sinon, Maxime qui nous demande combien ça coûte la location de la voiture. Donc là, sur 6 semaines, on est à 1500 €, si je me souviens bien. Donc voilà, ça donne une idée pour un SUV, comme ils appellent ça là-bas, de taille moyenne. Faut compter mid-size, voilà, mid-size SUV, comme on dit. Donc faut compter à peu près 1500 € pour 6 semaines. Donc voilà, 1000 € par mois à peu près. Juste une petite remarque, si je peux. Mais vas-y. Parfois, quand tu loues, mettons que tu prends un mid-size SUV, tu peux toujours essayer de mendier pour un truc plus gros, pour le même prix. Ouais. Des fois, ça marche. Hein. Pour moi, ça a marché en tout cas deux fois. Je suis allé pleurnicher en fait. Je dis ouais, monsieur, elle est pas assez grand. Et puis en fait, l'année dernière, j'ai pu avoir Normalement, j'avais droit à un Tao, et puis là, j'ai pu prendre un Suburban, et pour le même prix. J'ai eu légèrement défoncé d'ailleurs. Bon, bah, Chris, tu sais ce qu'il te reste à C'est faire. vrai Hein, que c'est un peu adapté. Chris, par contre, on te laisse faire. Ok, c'est moi qui vais aller pleurnicher en anglais au comptoir, ça va être sympa. Mais oui, c'est vrai que ça peut se tenter, ça peut être intéressant. Ouais. Bah, surtout avec une si grosse location, je pense qu'on peut se permettre de faire valoir le fait qu'on ait quand même des bons clients. Enfin, en théorie, des bons clients. Si regarde l'historique, tu vois qu'on rend les voitures agréées, je sais pas si on dire ça. C'est vrai. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas de passif à ce niveau-là, donc Ouais, Vincent, faudra que tu te caches pour pas qu'ils reconnaissent ta tête. c'est vrai que Vincent, tu dois commencer à être un peu grillé. En plus, à force de mettre les vidéos de tes méfaits sur Internet, on commence à savoir ce que tu fais avec les voitures de location. Non, parce que jusqu'à présent, j'avais la chance que ce soit Dean qui loue les voitures, mais. Ouais, mais je l'ai loué sous un faux nom, donc c'est bon. Ah ouais. Vincent Bellini, c'est ça? Ouais, voilà, exact. Ouais. Bah voilà, bon bah c'est déjà pas mal tout ça. Je pense qu'on va peut-être pas trop s'éterniser plus parce que ça fait un petit moment qu'on discute et puis on a encore pas mal de choses à préparer hein, toujours pour le voyage qui s'approche. Il y a l'école demain. Hein. Il y a école demain, c'est ça. On a pu le voir certains qui allaient se coucher. Donc voilà, bah en tout cas merci les gars d'avoir été encore là ce soir. Ça a été compliqué mais bon. On a fait ce qu'on a pu, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, hein, de trouver une solution à tous ces petits soucis de lag. Désolé pour tout ça. Et puis, alors, Jane Star qui nous demande si on fera un suivi par IC, peut-être qu'on mettra quelques photos ouais, sur IC, ou sinon ce sera plutôt sur le Freezer, hein, le forum de Vincent, comme on avait dit la dernière fois. Bah voilà, sur ce, bah on va vous laisser là. Donc bah merci à tous ceux qui nous ont suivis encore ce soir. N'hésitez pas à continuer à nous poser des questions après sur Facebook, sur nos sites respectifs. Voilà, et puis de toute façon, dans 5 jours, on se retrouve sur le terrain. Là, ça va être du concret. On va commencer à balancer des news sur ce qui se passe là-bas dès qu'on y est. Donc vous pourrez avoir les premières impressions en direct du terrain. Et ben voilà, c'est tout. Merci tout le monde encore une fois. Merci les gars. Bonne fin de soirée à tout le monde. Ouais, Julien, tu disais? Non, c'était toi. Mais si, Julien, il a parlé ici. Vas-y, Julien. Je t'en prie. Non, mais il veut plus. Non, mais Julien, Ouais, il parce s'est qu'il y a en- Samuel justement qui demandait quand est-ce qu'il sera contacté par rapport je crois, aux cartes postales ou aux... Oui, alors pour les cartes postales, de toute façon les adresses je les ai récupérées via Ulule, hein, j'ai vos coordonnées, donc après si vous avez un choix de cartes postales... Non, je suis là mais je vous entends très mal. Ah d'accord, tu es en très décalé, j'ai l'impression, tu es en direct de Los Angeles allô peut-être. Ça fait un peu reporter sur le terrain. C'est pas mal. Mais du coup c'est pas évident pour discuter, mais en tout cas, oui, pour Samuel, eh ben, on peut communiquer sur Facebook à tout moment. Hein. Je suis à Hong Kong là. Oui, je te confirme. J'avais envie de dire un petit mot aussi, Chris, avant que... Vas-y, Vincent, ouais.
Alors déjà, je voulais remercier Dean parce que c'est un peu l'initiateur de cette fameuse aventure aux États-Unis. C'est un peu lui qui m'avait permis d'y aller en 2007 et 2009. Donc, on est tous contents maintenant de découvrir ça. Mais c'est vrai que Dean est un peu notre mentor là-dessus. Donc, ça sera toujours un vrai plaisir d'échanger avec toi et puis de te rencontrer sur place. Et pourquoi pas une journée essayer de se faire une chasse un peu ensemble quoi. À la Et wedge. une petite, On va, petite on va wedge filmer la wedge de chaque côté. de plusieurs angles, ouais. Voilà, C'est vrai que ça c'est. c'est Et sympa. Hein. puis ouais, et puis surtout aussi, puis remercier un peu tous les gens qui ont contribué au projet, en sachant que moi ma vision du projet, c'est surtout ce qui me fait surtout plaisir, c'est pas forcément l'argent qui est mis en jeu, puisque comme on vous le disait, le voyage nous était déjà financé. C'était vraiment pour acquérir du matos en plus pour vous présenter un petit peu plus de données et construire ça du mieux possible et que Chris aussi puisse consacrer du temps à ça. Vraiment, le fait qu'il y ait plein de monde qui nous suive, ça nous fait très plaisir. Et surtout, même si c'est pour 5 euros, soit le prix d'une petite bière, je pense que ce sera largement, ça vaudra largement le coup. Donc, n'hésitez pas à faire partie de l'aventure. Et je pense qu'on sera très content d'être tous ensemble pour ce voyage. Et bah écoute, je crois que c'est un joli mot de la fin. Hein. Ouais. On va pouvoir terminer là-dessus. Très bien, Vincent. Ouais, bah, moi aussi, ouais, je voulais remercier tout le monde aussi, très succinctement. Enfin, on a vraiment apprécié tout le soutien de la communauté et enfin, on se l'est répété entre nous, mais c'est vrai que ça nous a très agréablement surpris et voilà, enfin, un gros merci, quoi. Voilà, et moi je m'associe à ce merci évidemment, c'est clair que. Et bah, j'y vais. Et bah voilà, tout le monde dit merci, tout le monde est content, c'est super. Et merci à Dean aussi d'être venu ce soir. Ouais, voilà, merci à Y a pas de Dean quoi. d'être resté après sa dure journée de boulot, parce que Dean il bosse le dimanche aussi, Voiture, donc sa moyennement difficile journée de boulot. oui, voilà. Mais voilà, en tout cas c'était bien sympa de nous parler un peu de ton expérience sur le terrain. Bah écoutez, cette fois-ci on va vraiment terminer. C'est pas évident de conclure une émission, c'est pas facile. C'est plus facile à la télé quand il. Ne pleure pas, Chris, ne pleure pas. Non mais c'est vrai qu'il faudrait prévoir une petite musique de fin, un petit générique à lancer, ça permettrait de conclure un peu plus facilement. Mais allez, cette fois-ci c'est pour de bon, on s'arrête là. De toute façon on aura encore plein de choses à vous raconter après le voyage, c'est ça qui va être le plus intéressant. Hein, parce que c'est bien de faire des plans sur la comète, mais c'est ce qui va se passer là-bas qui va déterminer la suite. Donc on vous laisse là, bonne fin de soirée à tous, et puis à très bientôt sur Chronique Chaotique et surtout les autres supports pour les nouvelles des États-Unis et des tornades, on l'espère. Allez, à plus tout le monde, salut. Merci, salut.